Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet clé, l'art de la communication orale en classe. Hum, un sujet essentiel. Oui, et pour ça, on s'appuie sur des extraits d'un ouvrage de Julien Dourève. On va regarder de près les techniques de questionnement et de reformulation. Des outils puissants, effectivement. L'idée, c'est de voir comment bien questionner et reformuler peut vraiment dynamiser un cours, le rendre plus vivant, quoi. Exactement. Transformer l'échange. Alors, allons-y, explorons ça. On sait bien qu'une question, ça peut capter l'attention. Mais l'auteur va plus loin. Il dit que c'est aussi un moyen de révéler où en sont les élèves. Oui, de faire émerger leurs représentations, même si elles sont un peu floues au départ. C'est ça. Et ça devient la base pour construire ensemble. Et il faut savoir improviser un peu face aux réponses, non? C'est pas toujours ce qu'on attend. Questionner, écouter, réformuler. C'est une sorte de boussole simple. D'accord. Simple en apparence, mais très structurante pour l'interaction. Et souvent, le plus dur, c'est le « l'écoute. Vraiment écouter. Oui, écouter activement, sans déjà penser à ce qu'on va répondre. Laisser l'élève aller au bout de son idée. Alors, si on décompose, d'abord, questionner. Le but, c'est double. Mhm. Stimuler la pensée, évidemment, mais aussi parfois juste vérifier une info, un fait. Ok. Les indices classiques, on les connaît, hein, l'intonation qui monte, un geste. Mais c'est l'intention derrière qui prime. Est-ce qu'on ouvre une porte ou on vérifie une clé? Ensuite, l'écoute. C'est pas juste attendre. C'est une posture. Une posture? C'est-à-dire? Bien, le regard qui reste sur l'élève, le corps orienté vers lui, et surtout ce petit silence après la réponse. 2 secondes environ. Ah oui, ce fameux silence. Il peut être un peu court, gênant parfois. Il peut sembler long, mais il est crucial. Il dit « je prends en compte » et il laisse le temps aux autres aussi d'intégrer. C'est un espace pour respirer, en quelque sorte. Et enfin, troisième brique, reformuler. Là, on est au cœur du truc. C'est là qu'on construit ensemble. Exactement. C'est pas juste répéter bêtement, c'est valider ce qui a été dit, clarifier si besoin, parfois même élargir un peu. C'est une forme de reconnaissance alors. Oui, tout à fait. J'ai entendu, et voilà ce que j'en retiens ou ce qu'on peut en faire. La voix souvent se pose, elle devient plus conclusive. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que l'auteur insiste, il n'y a pas qu'un seul type de question. Il faut varier. Ah oui, c'est fondamental. Il parle de 4 types principaux, si je me souviens bien, C'est ça, les questions ouvertes. pour explorer, genre, à votre avis, pourquoi? Voilà, puis les ciblées. Là, c'est pour vérifier un fait précis. Quelle est la capitale de... Ok, plus direct. Ensuite, les réflexives. Celles-là, elles sont importantes. Comment tu as fait pour trouver ça? Elles poussent à la métacognition. Réfléchir sur sa façon de réfléchir. Exactement. Et enfin, les divergentes, pour la créativité. Et si on imaginait une autre solution? C'est important de jongler entre tout ça, j'imagine. Essentiel, pour ne pas rester que dans le contrôle de connaissances. Surtout les réflexives, elles développent l'autonomie. Même si ça demande à l'enseignant d'accepter de ne pas avoir la réponse tout de suite. Oui, de lâcher un peu le contrôle. Et la pause après la question, encore une fois, elle est clé ici. Le temps de chercher. Ok, très clair. Et la reformulation alors? Comment on fait pour que ça aide vraiment, sans que ça soit juste une répétition un peu plate? C'est tout l'art. L'auteur donne là aussi des outils, 4 techniques principales. Je t'écoute. D'abord le miroir. C'est la répétition quasi mot pour mot. Donc si je reprends, tu dis que... Utile pour vérifier qu'on a bien compris le terme exact. Oui, mais attention à pas en abuser, sinon ça fait juste écho. Deuxième technique, la paraphrase. Là, on reformule avec ses propres mots. Si je comprends bien, pour toi, l'essentiel c'est... Ça permet de clarifier peut-être. Exactement. Clarifier sans juger. Et c'est là, comme le dit l'auteur, qu'on peut commencer à intégrer le vocabulaire plus précis de la matière. Ah oui, pour modéliser le langage attendu, par exemple au lycée. C'est ça. On accompagne l'élève vers plus de précision. Troisième outil, la synthèse. Ça, c'est quand plusieurs élèves ont parlé. Pour rassembler les idées. Oui. Alors, si on résume, on a entendu 2 choses importantes, d'un côté et de l'autre. Ça structure la pensée du groupe. Ça montre que tout le monde contribue. Et la dernière, la projection. On part de ce qui a été dit pour aller plus loin. Pour ouvrir la suite. Voilà. Ok, partant de ce constat, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Ou quelle serait la prochaine étape? Ça donne une direction, ça relance. Ce qui est frappant, c'est que, bon, on a ces techniques, ces catégories, mais en classe, ça doit demander une sacrée agilité pour choisir la bonne au bon moment, non? C'est une palette. Il faut sentir la situation, l'élève, le groupe. C'est de l'ajustement permanent. De l'artisanat, presque.
On peut dire ça. Le but derrière tout ça, c'est toujours le même, que l'élève apprenne activement, qu'il se sente écouté, compris et donc en sécurité pour oser participer. Même pour dire quelque chose dont il n'est pas sûr. Surtout dans ce cas. Donc, maîtriser ce trio QER, c'est plus qu'une simple technique. C'est vraiment une posture pédagogique. Une posture qui peut transformer l'ambiance et l'efficacité d'une classe. Alors, une dernière pensée pour nos auditeurs, pour aller plus loin. Mhm. Si cette maîtrise du questionnement, de l'écoute, de la reformulation, c'est si puissant dans l'enseignement, qu'est-ce que ça pourrait changer si on l'appliquait plus consciemment dans d'autres sphères? Au travail, en famille, entre amis? Ah, excellente question. Ça ouvre des perspectives, effectivement. Peut-être améliorer bien des dialogues. Voilà. De quoi réfléchir. Merci pour cet éclairage. Merci à toi.